Hola, hola amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante en direct de San Francisco. Mon nom est Carlos Diaz, entrepreneur, investisseur et podcasteur. Et je vous donne rendez-vous chaque semaine pour décoder avec mes invités les sujets caliente de la Silicon Valley. Cette semaine dans Silicon Carnet, je vous demande d'accueillir ma première invitée, Eve Halimi, en direct de New York. Salut Eve, comment tu vas ? Salut, bonjour tout le monde. Et puis on a aussi Kevin Smoots qui nous appelle depuis la West Coast française, Nantes. Salut Kevin. Et Sébastien Coinon aussi, pas très loin de Paris. Je sais pas où exactement. 92 qui sera parmi nous. Salut Carlos, voilà. Salut tout le monde. Donc je vous invite cette semaine à nous regarder aussi sur YouTube. Si vous nous écoutez sur le podcast de Silicon Carnet, sachez qu'on a ouvert une chaîne YouTube et que maintenant vous pouvez regarder ces émissions. Ça se passe sur YouTube et la chaîne s'appelle Silicon Carnet. Comment vous allez les enfants ? J'ai l'impression que le moral est pas au top. Hein. Je parle avec beaucoup de monde. Cette début d'année est compliquée sur le plan du moral. Bon, c'est une période de l'année où généralement, je crois que le mois de janvier, c'est la période où qui est la plus déprimante pour tout le monde. Vous, de votre côté, le moral, c'est que Kevin, ça va ? Ça va, mais c'est vrai que j'ai regardé le début de l'année et par rapport à mes prédictions, l'épisode des prédictions, je suis déjà à 2 sur 3 ou je suis pas loin des 3 sur 3 et c'était pas des bonnes prédictions, c'était des prédictions plutôt pessimistes. Donc la vague de froid, ça bat très tôt, malheureusement, j'ai l'impression. Voilà, donc bon, ça va, faut garder le moral, mais c'est dur. Ouais, j'ai lu en plus un article, je veux te l'envoyer, Kevin, sur justement les startups de cybersécurité. Tu l'as vu cet article dans The Information ? Non, je veux pas lire. Tu as vu le titre et tu veux pas le lire. Bah, je te conseille si t'es un peu déprimé, ne le lis pas, c'est pas bon. Ne le lis pas, voilà, c'est ça. Ouais. En gros, l'article, je te fais juste le pitch, il explique qu'il y a beaucoup trop de startups dans le domaine de la cybersécurité et que 2024, ça va clasher pas mal, on va voir pas mal de startups ou mourir ou alors des M&A, des acquisitions pas très top quoi en fait dans le secteur, mais les chiffres sont pas très encourageants. D'ailleurs, Seb, je crois que c'est un des sujets que tu voulais revenir cette semaine sur ce sujet-là, sur la difficulté des startups à se financer en ce début d'année quoi. Et oui, ça serait peut-être un bain de sang, mais je veux vous en parler. Et alors moi, je suis de ma position. Tu me demandais comment ça allait. Moi, je vais très bien. J'ai rejoint ce WeFund il y a 3 mois maintenant. C'est une plateforme d'equity. Ah, c'est quoi ça ? C'est une plateforme d'equity crowdfunding. On est leader. Puisqu'on a été créé il y a pile 10 ans, tu vois, 2014. Moi, j'étais pas là à l'époque, j'étais sur BFM, mais là, je les ai rejoints. Je suis en charge de la communauté et donc j'aide les entrepreneurs dans leur levée, dans le deal flow aussi, évidemment, tu vois, sur le sourcing. Et il y a quand même plein de choses passionnantes. Et mine de rien, nous, l'an dernier, ça s'est bien passé puisqu'on a connu notre meilleure année ever, hein, une trentaine de deals. Donc c'était du jamais vu sur la plateforme. Ah, mais c'est top. Mais de toute façon, c'est une sorte de forme de financement alternatif. Sur des communautés, sur tes users, non mais ça moi j'y crois beaucoup parce que de toute façon les VC sont fermés de l'intérieur donc je suis pas étonné qu'une plateforme comme la vôtre ait du succès. Hein, et ça correspond, sûr, si tu veux, aussi à l'ère du temps, c'est-à-dire que les VC, on l'entend dit sur tous les toits, nous on veut faire du x100, du x500, du x1000, alors que le particulier, le BA, il est très content de faire x3, x5, x10 si tu veux. Et c'est quand même plus la tendance actuelle. Ouais. Absolument. Ok. Surtout sur le SaaS qui arrive un peu en late stage, quoi. La maturité du marché est beaucoup plus forte. Donc tu te retrouves forcément avec des multiples moins gros et parce que tu as des prises de position dominantes qui sont moins grandes. Donc c'est le moment pour les BA en effet d'aller faire des bons coups, quoi. C'est clair. Mais c'était mon partenaire sur Diaspora Ventures qui me disait ça cette semaine, Marvin Liao, qui n'écoute pas ce podcast parce qu'il est américain bien évidemment et donc il écoute pas Silicon Carnet, mais il me disait quand c'est la fin du monde, c'est le meilleur moment pour investir. C'est un peu une quote à la Warren Buffett, mais je trouve que effectivement, c'est vrai que les BA sont pas très actifs en ce moment, et je pense qu'ils ont tort parce que c'est le meilleur moment parce que les gens qui créent des startups aujourd'hui, généralement ils créent des startups pour les bonnes raisons. Et puis quand il y a des périodes de crise, il y a forcément plein de nouveaux problèmes qui émergent, donc plein de solutions à apporter. Et puis les valorisations sont au plancher, quoi. Donc il y a des bons deals à faire, quoi. C'est-à-dire que en gros, là où il fallait investir 100 000, aujourd'hui avec 50 000, t'as à peu près le même ownership que il y a 2 ans avec 100 000. Donc du coup, tu peux faire plus de deals. Eve, tu vas nous parler des millennials et des Gen Z. Ça va être passionnant parce que il y a des études qui sont sorties et
on est face à un changement de comportement en termes d'investissement de cette génération, et c'est au cœur de ce que tu fais chez Alinéa. Kevin, tu voulais nous parler d'un lapin et commencer cette émission nous parlant d'un lapin qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Et c'est pas le Nabastag, hein. On revient pas au Nabastag. Non. Ouais, cette semaine, moi, je voulais parler du Rabbit R1. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, son lancement, du coup, a fait beaucoup de bruit quand même la dernière. Il ne parle que de ça dans l'Hacienda, hein. Dans l'Hacienda, j'en ai vu des lapins partout. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi cette excitation soudaine. Et tu vas nous expliquer tout ça. Mon flux Twitter a été rempli de ça. Je me suis demandé également ce que c'était. Donc alors, c'est quoi ce Rabbit R1? Il y a tellement de bruit que on a comparé son lancement au lancement de l'iPhone, quand même. C'est des commentaires assez communs qui se retrouvent sur Twitter. Je trouve ça assez dingue. Il y a un volume de précommandes complètement dingue. Donc là, je crois que au dernier compte, on est autour de 50 000 précommandes. Donc ça fait en gros 10 millions de dollars qu'ils ont levé comme ça en l'espace de quelques semaines. Oui, c'est $200, hein, c'est ça. $200, c'est ça. $200 le prix du lapin. Faut pas que ce soit un Kickstarter et que justement il pose un lapin derrière, il se barre avec la caisse. Le produit il est pas disponible, hein. Pour l'instant. Le produit n'est pas disponible. C'est une démo, certes très impressionnante. Tu vas nous expliquer ce que ça fait. Mais effectivement, 50 000 précommandes, les mecs, j'espère qu'ils ont pensé bien à leur manufacturing, parce que là, il va falloir délivrer, hein. T'as intérêt d'avoir bien pricé ton truc, hein, parce que imagine, c'est super, tu te dis, ouais, on a pris 10 millions, sauf que s'ils sont plantés sur leur pricing, et qu'en fait, le truc, c'est pas $200, mais c'est $300 que ça coûte, en fait, tu viens de perdre 5 millions, quoi. En fait, tu viens pas de gagner 10 millions, tu viens de perdre 5 millions. Et c'est la base, en plus, des problèmes qu'on voit sur les projets de Kickstarter, quoi. Mais il y en a eu tellement de trucs comme ça, ouais. Carrément, quoi. Donc, tes métriques étaient pas bonnes et tu te retrouves à en vendre 500 000 au lieu de 500 et tu te ruines, en fait. Ça marche pas. Bon, alors, c'est quoi ce Rabbit R1? C'est quoi le Rabbit? Donc, du coup, Rabbit, R1, c'est le produit, le R1, c'est le produit et Rabbit, c'est la compagnie. Donc, Rabbit, c'est une startup qui a été fondée par un mec qui s'appelle Jesse Liu, qui est basé à Los Angeles. Ils ont levé 20 millions de dollars en octobre. Déjà, ça pue. Déjà, le mec qui est à Los Angeles, déjà, tu te dis, c'est peut-être un truand, quoi, en fait. Non, je fais le combat North California, South California, tu sais. Il y a quand même des belles boîtes maintenant à Los Angeles, hein. Il y a quand même des belles boîtes. Ouais, notamment une petite boîte jaune. Notamment quoi? Snapchat? Ouais. Okay. Il y a quand même Snapchat à Los Angeles. Ouais, c'est vrai. Mais donc à Los Angeles, donc ils ont levé 20 millions en octobre. Le lead c'était Khosla Venture, donc ça par contre c'est plutôt un bon signe, ça. C'est plutôt un bon signe quand même. Khosla, exemple d'investissement précédent. Quand on a OpenAI par exemple, juste Facebook, Google, voilà. Apple, enfin bref, un peu tout le monde. Là c'est le fond, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, quand ils sont là, généralement ça se passe bien. Qui est un mec extraordinaire. Et donc on creuse et on voit qu'ils développent une techno d'intelligence artificielle. Mais eux, leur AI, c'est pas un LLM, donc c'est pas un large language model. Eux, ils appellent ça un large actions model. Et l'idée, c'est d'apprendre à une AI un workflow utilisateur sur n'importe quelle app. Donne-nous un exemple là. Ça veut dire, je vais sur Airbnb, donc il y a un exemple, je vous invite à aller voir sur rabbit.tech/research. Je vais sur Airbnb, j'explique à l'AI pendant que je fais mes actions. Donc je dis voilà, je cherche des vacances à Lisbonne pour 3 personnes du 25 au 26 octobre. J'ai un range de prix maximum jusqu'à 1200 €. Je clique là, ça a l'air intéressant et je book ici. Voilà. Et donc en fait, en un seul coup, il n'y a pas besoin d'expliquer le workflow plus que ça. Leur large actions model, apparemment, d'après leur claim de recherche, est capable de reproduire le même workflow sur Airbnb. Et donc l'idée pour eux, c'est de pouvoir apprendre à ce large actions model à utiliser n'importe quelle application web, pas forcément besoin d'une API, du coup parce que c'est l'interface qui a une API, pour aller reproduire tous ces workflows et vous simplifier la vie. Attends, ok Kevin, je t'arrête 2 secondes. Ou alors je suis con, j'ai pas compris. Si je vais sur Airbnb pour chercher un appart à Barcelone, ok, de la période de machin, un truc, quel est l'intérêt d'avoir appris ce truc-là à Rabbit, puisque ça y est, j'ai fait le travail une fois, je vais pas à Barcelone 12 fois, quoi, en fait. Donc, ça sert aux autres ensuite ou ça sert, c'est quoi ce truc? Ça te resserre à toi, ça resserre aux autres. En gros, c'est des variables après, c'est-à-dire que Lisbonne est une variable, les dates sont une variable, etc. Donc après, tu peux aller lui redemander tout simplement,
book-moi 3 nuits à New York du 25 au 27 janvier et pour un prix maximum de temps. Et en gros, logiquement, leur large actions model, c'est aller renaviguer sur Airbnb pour le faire. Donc tu peux imaginer plein d'actions avec ça. Trouve-moi le meilleur prix pour cet hôtel à New York, et puis il va faire le workflow sur 5 apps différentes pour retrouver l'information, qui sont pas forcément des apps qui proposent des API ou des choses comme ça. Voilà. Donc en fait, leur claim, c'est de dire qu'il y a plein de trucs qu'on fait aujourd'hui sur le web de façon ultra répétitive, et que on est un peu des sortes de mechanical turk en fait pour plein de choses, que ce soit pour booker un séjour ou même des workflows même plus professionnels. Et que là, une fois que tu as entraîné ton workflow une fois, tu n'as plus à le refaire, tu peux juste en langage naturel interroger Rabbit et lui demander de refaire et de changer les paramètres. Donc Barcelone devient Lisbonne, etc., etc. Et c'est pas une claim si ridicule, parce qu'au final, si tu penses à la claim de Tesla qui disait moi j'ai pas besoin de radar et de lidar et compagnie, et je prends juste des caméras parce qu'au final quand tu conduis t'as 2 yeux, 2 pieds et 2 mains pour pouvoir tenir ton volant, accélérer et freiner, et ça suffit. Et ben là c'est pareil en fait, t'as 2 yeux, un écran, un clavier, une souris et les interfaces sont faites pour que les utilisateurs puissent aller au bout. Donc pourquoi j'aurais besoin d'une API où il faut apprendre un langage spécifique, comprendre l'intégration, etc. Fondamentalement, si j'explique à un modèle assez intelligent ce que je veux, il devrait pouvoir trouver sur l'interface où aller cliquer. Kevin, qu'est-ce que tu penses du pricing à $200? Ah ben on n'est même pas arrivé là, c'est-à-dire que là on sait même pas. Tu parles de quoi? Parce que justement jusque là la techno, ouais, c'est un large actions model. Donc ça a l'air plutôt, jusque là ça se passe plutôt bien, on est d'accord. Les $200 c'est le device quoi en fait. Mais $200 c'est un device. Alors qu'est-ce qu'un device va foutre là-dedans? Oui. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'un device va foutre là-dedans? Ouais. Et c'est un peu la question suivante, c'est-à-dire jusque là pourquoi pas, c'est une boîte d'AI qui te propose un modèle qui est différent, qui permet d'aller répliquer des tâches hyper simplement et de faire des automatisations pour toi. Et là, on parlait de précommande de $200, comme tu dis, Eve, de 50 000. Mais du coup, on parle de quoi? Parce que OpenAI, quand ils ont ouvert leur chat, tu allais sur leur site, tu faisais sign in et puis tu chattais avec le truc. Bon, pourquoi on fait pas ça? Parce qu'ils ont décidé de mettre leur techno derrière un device qui s'appelle le R1, qui est une espèce de mini Tamagotchi. En gros, c'est quoi? C'est une customer device. C'est plutôt bien fait, le design est plutôt réussi. Ouais. Donc ça enregistre la voix. Hein, il y a un micro, il y a une petite caméra avec un petit écran à côté, un bouton et un espèce de scroll, un bouton de scroll. Donc je vous invite à regarder à quoi ça ressemble. C'est très simple, très basique. Ça se recharge, ça se connecte à Internet, il y a une connexion Bluetooth, etc. Et en gros, ça permet quoi? Ça permet d'avoir une interface hyper simple. On appuie sur le bouton, on dit commande-moi un Uber, je veux aller au restaurant là, et automatiquement le device fait le boulot, commande le Uber et vous répond le Uber arrive dans 2 minutes. Voilà. Et donc vous n'avez pas été sur l'application pour faire le boulot, etc. Et c'est le device qui fait tout. En effet, le device est plutôt bien designé, c'est très minimaliste. D'ailleurs, les designers, c'est Teenage Engineering. C'est une boîte de hardware qui est assez connue, qui font des devices musicaux. Donc le plus connu, c'est un mini synthétiseur qui est hyper sympa. Ah, oui. Qui s'appelle OP1. Qui a fait un carton d'ailleurs. Un carton. Jean-Michel Jarre ne jure que par ça maintenant. Voilà. Donc ils ont pas mal de belles références sur ce truc-là. D'ailleurs, il est généralement en rupture de stock, donc des super designers. Donc vraiment le device c'est sympa, mais on peut fondamentalement se demander qu'est-ce qu'un hardware vient foutre au milieu de cette histoire de large actions model, vu qu'au final on est juste en train de dire c'est mon app unificatrice. C'est Siri en gros ce que je fais, et donc eux se disent bah non, on enlève toute la partie interface du smartphone et on met que Siri dans votre main, voilà. Et donc vous achetez Siri pour 200 balles. Donc vous en pensez quoi? Bah tu l'as dit quand tu dis Siri, regarde Amazon, ils ont fait ça il y a 4-5 ans, mais à la fin il a fallu pour ramener Alexa dans ta cuisine ou que sais-je, il a fallu, ou même dans ton Audi ou je sais pas quoi, il a fallu la mettre dans quelque chose pour que ça s'interface et qu'on puisse commander des choses. Aujourd'hui, je sais pas qui, on disait à l'époque, rappelez-vous qu'il y en avait des millions, que tout le monde aurait son assistant personnel chez lui. Aujourd'hui, je sais pas qui. Son home assistant, ouais. Mais moi, j'utilise Alexa, mais tu vois, c'est pourquoi c'est pour toute la radio, pour avoir la météo à la rigueur, mais c'est tout, quoi. Voilà. Rappelez-vous, on disait que c'était tout le monde en aurait, tout le monde serait connecté et qu'il y avait, t'avais les chapelles, t'avais effectivement Apple qui était en retard avec Siri, puis t'avais Google et Alexa, quoi, Amazon. Mais moi, je trouve que la question de Eve, elle est très bonne. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est juste une stratégie de go-to-market. Il fallait exister. C'est assez difficile d'exister face à OpenAI et ChatGPT
Donc il fallait trouver une autre façon d'exister pour percer le marché. Ils ont pris la voie du hardware. Visiblement, c'est pas forcément idiot puisque 50 000 commandes en l'espace de quelques semaines, c'est plutôt remarquable. Et ils l'ont fait d'une façon très affordable. À $200 le device, c'est presque rien. Donc tu dis, pourquoi pas, quoi. Ouais. Je vais le tester. Par rapport à la cible, t'as raison, Eve. Je pense que c'est le bon. Ouais. Quand tu dis pourquoi $200, mais je pense que c'est le price point, quoi. $200, c'est le genre de tarif que tout le monde qui a envie un petit peu de se faire plaisir et d'avoir un gadget, c'est le prix du marché. Maintenant, je suppose que tout ça ne marche que si c'est connecté à ton téléphone par Bluetooth. Non, il y a une carte. Non, il y a une carte SIM. Il y a un slot pour une carte SIM dedans. Ouais. Ah, ok, d'accord. Mais moi je suis d'accord avec Seb, je suis Apple. D'abord, pourquoi t'as pas fait juste une app? Tu vois, parce que tu aurais pu très bien faire au lieu d'un device faire une app et t'aurais été sur le marché directement. Et puis t'aurais pas eu 50 000 commandes, t'aurais eu 100 000 installations la première semaine sur un truc comme ça, du coup. Tout le monde aurait voulu tester. Le prix était pas cher au début. Mais Kevin, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça marche pas. Parce que ça n'existe pas. Parce que l'avantage du hardware, c'est que tu peux faire une promesse et que tu vas délivrer le hardware plus tard. Moi, je pense que ça, c'est un énorme fake. C'est une démo absolument géniale. Je pense qu'ils peuvent y arriver. Mais qu'aujourd'hui, au moment où on parle, et que le time to market, il est aujourd'hui, ça n'existe pas. Et le fait de l'encapsuler dans un hardware, ça permet de déporter la livraison de la technologie à plus tard, en disant, c'est pas de notre faute, le hardware, ça met du temps à fabriquer. Sauf qu'entre-temps, moi, la question que je me pose, c'est Apple et Siri. Comme dit Sébastien, forcément, Apple va arriver. Moi, quand j'ai vu cette démo-là, j'ai immédiatement pensé à Siri. Je me suis dit, mais c'est Siri, cette histoire. C'est ce que devrait être Siri. Non? Oui, c'est ce que devrait être. Et sur le pricing, c'est marrant, hein, c'est là où on voit qu'on a bien décroché malheureusement en Europe. Je sais pas si Kevin sera d'accord avec moi, toi qui est revenu, qui est reparti de l'autre côté de l'Atlantique. 200 balles, c'est pas un petit prix hein, en France. En France, t'as 50% des gens qui gagnent moins de 2000 balles net par mois. Donc ils vont pas mettre 10% si tu veux de leur salaire dans un truc qui potentiellement aura de grandes chances quand même de finir dans un tiroir, quoi. Ouais, mais c'est juste que c'est pas une population, là c'est une population early adopteurs de 200 balles, c'est des early adopteurs qui achètent n'importe quel gadget et voilà. Non, c'est fait pour moi je le vois dans l'Hacienda, on a une population qui je pense gagne pas 2000 balles par mois, hein. Je pense que c'est des gens qui gagnent sans doute plus de 5000 balles et ils s'excitent tous, ils sont tous à vouloir acheter leur Rabbit là. Mais t'as raison, c'est pas fait c'est pas mass média, alors qu'au contraire Apple quand ils vont arriver avec Siri, ça va être beaucoup plus mass média immédiatement, ça c'est évident. Sur le fait que ce soit fake, Carlos, j'ai pas d'infos insider, mais Jesse, le fondateur, c'est un mec de hardware. C'est un mec de hardware et de sound. Il était chez Teenage Engineering notamment. Il a travaillé sur le voice assistant, l'équivalent de Siri de Baidu, qui s'appelle DuerOS. Il s'est fait racheter une boîte justement de d'AI et de voice assistant qu'il avait monté à YC par Baidu. Donc, je pense qu'en voice assistant, il y connaît quand même un petit peu. En hardware, il y connaît aussi. Donc, c'est déjà le produit a du sens dans l'angle-là, il fait des choses qu'il connaît, quoi. Et puis, en fait, la techno de ne pas passer par des API et passer par des interfaces, c'est quelque chose qui est au final assez vieux comme le monde. C'est ce qui se passe dans les banques, dans les vieux systèmes comme ça, où non, il n'y a pas d'API pour le vieux système qu'ils ont fait. Du coup, ils ont littéralement une machine devant qui tape les commandes, en fait, pour lancer sur le terminal les commandes. Donc c'est pas une interface graphique, du coup, c'est des commandes. Et on a déjà vu ça par ailleurs, d'autres startups qu'on avait vu dans la vallée il y a quelques années, qui passaient par l'interface pour faire des choses parce que le niveau d'API, si tu veux, par exemple de SAP, était beaucoup trop varié pour s'amuser à faire des intégrations, c'était beaucoup trop compliqué, donc ils passaient par l'interface qui était un minimum standardisé et du coup ils passaient des commandes. Donc tout ça, la partie techno, elle est pas impossible à croire. Moi, je pense que sur la partie hardware, c'est pas là la problématique. Hein. Je pense que quand je dis qu'ils sont pas prêts, c'est pas sur la partie hardware. Je pense que c'est vraiment sur la partie software. C'est la partie ce qu'ils appellent leur large actions model, quoi, en fait, quoi. C'est ça qui, je pense. Enfin, s'ils y arrivent, bravo, hein, félicitations. Moi, j'applaudis. Hein. C'est génial. Bon, on va regarder, quoi, en fait, mais.
Moi, en tout cas, j'achète pas. Bon, je sais que Seb, t'es très mauvais pour acheter en premier des trucs comme ça. Oui, donc mais m'écoutez pas là-dessus. Il faut te l'offrir. Voilà, faut l'envoyer. Moi, je l'achète pas. Pour l'instant, je l'achète pas. Mais si dans les commentaires, ceux qui ont fait des commandes là du Rabbit Air One, expliquez-nous pourquoi vous l'avez précommandé, puis expliquez-nous. Hein, venez nous en parler quand vous l'avez, quoi. Je pense que vous l'aurez pas tout de suite, quoi. Mais on a une date de livraison de ce truc éventuellement. Donc c'est censé être livré mars-avril. Donc ça paraît quand même très tôt. Ah ouais, quand même. T'as l'année ou t'as le mois aussi? Ouais, c'est mars-avril 2024, ouais, c'est ça. Non, mais si les mecs ont levé 20 millions en octobre, là où un produit qui ship en mars, la timeline me paraît vraiment serrée, à moins que tout était déjà prêt avant et que du coup c'est juste, ils avaient attendu CES, mais ils ont levé les 20 millions avec déjà le truc prêt, etc. La timeline paraît assez serrée. Et après, par contre, le prix, c'est vraiment une histoire, c'est un peu une logique de la terre brûlée, quoi. C'est à ce prix-là, tu sais qu'ils se font pas d'argent. Tu sais que c'est à perte même dans le futur parce que tous les calls d'API, etc., tout ça, ça va coûter une blinde sur le long terme. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un énorme appel de phare à Apple ou Google ou encore Huawei ou Baidu et compagnie. Rachetez-moi, on a fait quelque chose. Vous savez pas le faire, nous on sait le faire. Rachetez-nous rapidement et ça sera un super flip de Khosla Venture, voilà pour. Bah écoute, on va suivre ça, c'est intéressant. Non, je pensais pas que la livraison serait aussi rapide. Si la livraison effectivement est en mars-avril et qu'ils tiennent ce délai-là, là je révise ma position. Effectivement, là tout d'un coup, on est peut-être sur un truc qui est moins démo qu'on ne le pense, quoi. Et peut-être plus ready. Rien à voir. Est-ce que vous avez vu, on change de sujet, on va parler justement de ces nouvelles générations. Est-ce que vous avez vu les résultats de cette étude qui est une étude qui est, je crois, faite régulièrement, Eve, hein, par l'université de Stanford, la Hoover Institution et le Rock Center for Corporate Governance ici aux États-Unis, qui interroge régulièrement des investisseurs aux États-Unis. Et donc là, il y a les résultats. Je regardais les résultats qui ont été publiés en décembre de cette étude. Et alors, j'ai été scotché parce que, là, il semblerait qu'il se passe quelque chose chez les millennials et les Gen X, la génération X. C'est que les jeunes investisseurs sont de moins en moins sensibles aux sujets tels que l'environnement, les questions sociales. Et moi, je pensais qu'au contraire, c'était vraiment un truc, et c'était le cas visiblement avant, puisqu'on peut regarder les chiffres et ça compare 2022 à 2023, et on voit un gros shift dans le comportement de ces jeunes investisseurs. Par exemple, je vous donne un chiffre. Par exemple, chez les millennials et les Gen X, tout ce qui est sujet à l'environnement, c'est-à-dire de faire des investissements avec cette conscience écologique en tête, c'était quelque chose de très 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 important pour eux à 70% en 2022, et ce chiffre est tombé en 2023 à 49%. On n'est pas en train de parler d'une petite baisse, c'est juste colossal. Ça a baissé aussi chez les Gen X, beaucoup moins bien évidemment chez les boomers. Et quand on leur pose la question sur justement des social issues, c'est pareil, on a exactement la même tendance, le même phénomène. Comment vous analysez ça, toi, F? Alinéa, moi je sais, tu m'as pitché ta boîte en me disant... C'était une plateforme d'ESG. Ouais, c'était une plateforme d'ESG. Tu me disais, moi je me rappelle quand tu m'as pitché ta boîte la première fois, tu m'as dit les Gen Z, les millennials, ils veulent pas investir comme les boomers. Ils ont une conscience sociale, une conscience environnementale, et quand ils recherchent des investissements. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai immédiatement pensé à toi, quoi. Je me suis dit, mais en fait, non. Ça t'a surpris, toi, ces résultats? Ouais, si, ils avaient investi dans nous pour être le sort de ESG version de Robinhood. Donc, c'était vraiment d'être le ESG. ESG, on explique que c'est environnement, social et governance. Donc, grosso modo, est-ce que ça correspondrait au RSE en France, quoi, un petit peu? Non, mais on dit ESG aussi, je vous rassure. Hein. Environnement, social, gouvernance, pareil. Ok. Environnement, social et gouvernance, d'accord. Et en fait, non, mais ce qu'on a constaté, c'est que en 2023, il y a eu une baisse d'investissement de ESG de 20% sur la plateforme des Gen Z. Donc, il y avait beaucoup plus d'activités autour de climate tech, green tech, etc. Et que les gens investissent beaucoup moins là-dedans parce qu'ils sont après la performance et pas après le ESG. Et on a d'ailleurs lancé en janvier 3 différents portfolios qu'on manage dans Alinéa. Donc, on a le All Stars qui est un peu comme Warren Buffett, donc complètement anti-ESG, parce que t'as du Chevron, etc. Mais qui performe très bien. Parapétrolière, hein, pour ceux qui connaissent pas en France. Chevron. Ouais.
C'est le total le total d'ici, quoi. Ouais. Ok. Et on a donc, il y a plus de 95% des utilisateurs qui opt-in dans le Warren Buffett et on a moins de 2% qui opt-in dans le Climate Change Fund. Donc, on va le shut down. Ça, il sert à rien, en fait. Mais c'est dingue, là, ce que tu es en train de dire. Ouais. Donc là, tu as la perfect demonstration de ce qu'on est en train de dire sur Alinéa. C'est-à-dire que ces jeunes-là qu'on pensait ultra sensibilisés à ces questions-là, dès qu'on parle de leur pognon, là, tout d'un coup, on a un disconnect entre ce qu'ils pensent et les propos qu'ils portent et leur stratégie d'investissement. C'est-à-dire qu'ils investissent dans le pétrole parce que les rendements sont meilleurs qu'en fait sur des positions traditionnelles. Incroyable. Qui l'aurait cru? Ça vous surprend, ça? Moi j'étais très surpris par ces chiffres-là. Comment est-ce que vous expliquez ça? Eve, pour être bien sûr donc d'avoir compris, tu dis que sur le fonds qui est très green, on va dire, pour faire simple, celui-là tu vas l'arrêter, tu vas plus le distribuer, c'est ça? On va plus le distribuer. T'as déjà pris la décision ou pas? Parce qu'on a juste, il y a personne qui opt-in to it. En fait, on n'a pas du tout d'utilisateurs qui veulent investir là-dedans. Et même quand on track, on a cette feature qui s'appelle Creating a Investing Playlist, donc créer son propre portfolio. On a des milliers de portfolios qui sont créés chaque mois par des Gen Z. Et ce qu'on constatait avant, c'est qu'il y avait l'année dernière et en 2021, on avait plein de green tech portfolios qui étaient créés. Après, des fois, les gens, ils investissaient pas là-dedans, mais ils créaient des portfolios comme ça. Aujourd'hui, il y a plus personne qui crée des green tech et ESG portfolios. Les gens, ils vont créer des AI portfolios, des Warren Buffett portfolios, etc. Mais moi, je resterai investi quand même. Je continuerai à le proposer parce que tu sais que c'est un des dangers quand tu as une thèse, on va dire, et c'était un peu la vôtre si vous êtes vendu comme ça. Le problème, c'est que pour toi et donc tes clients demain, si tu changes de thèse tous les ans, tous les 2 ans, le risque, c'est qu'effectivement, tu te prennes les portes les unes après les autres. Si cette année, c'est l'année ESG, tu seras sorti avec tes clients. Après, Seb, il y a eu jamais un grand pool dans l'ESG. Depuis qu'on a lancé la plateforme, il y avait beaucoup plus d'investissements dans les Warren Buffett. En Europe, c'est un massacre aussi, je te rassure. Tout ce qui est ISR, ESG, enfin, tu le sais mieux que moi, c'est une catastrophe. Tout ce qui est moi, j'allais dire, c'est l'opposé en Europe. Solaire, etc., c'est du moins 70, moins 80%. Moi, j'ai investi à titre perso sur ces boîtes-là, l'hydrogène, etc. C'est une catastrophe. C'est entre moins 50 et moins 90%. Moi, je pense que ça va revenir. Mais là, effectivement, c'est winter, c'est sûr. Mais quand on regarde des plateformes d'investissement en France, et d'ailleurs, j'ai un ami qui a monté une boîte qui s'appelle Goodvest, qui t'aide à investir dans l'ESG. Il y a beaucoup plus de super boîte. Ils viennent de lever une Series A le quarter dernier. Ils ont beaucoup plus d'appétit en France pour l'ESG qu'en Amérique. Ouais, mais de façon générale, moi, c'est un truc que je constate. C'est quand je rentre en France. Il y a une véritable conscience écologique comparée aux États-Unis dans le comportement des gens au quotidien, vraiment. C'est et c'est très bien, c'est génial d'ailleurs. Moi, je suis assez fier de ça parce que Camille, en ce moment là, Camille Lambert, qu'on a l'habitude d'avoir dans Silicon Carnet, il se trouve qu'elle est à SF et elle hallucine. Alors que SF, c'est quand même la ville certainement la plus écolo qui existe aux États-Unis. Mais peut-être pas la plus, mais une des plus. Je connais beaucoup moins les États-Unis que vous, mais moi je me rappelle il y a une quinzaine d'années, j'avais visité notamment Portland. Je venais du Canada et j'avais trouvé ça incroyable. Portland. Tu vois, les mecs, ils accrochent, les mecs et les filles, ils accrochent leur vélo au bus. Il y avait pas 2-3 poubelles, il y en avait 5. Je comprenais rien. Tu vois, je savais pas comment trier mes déchets, etc. C'était il y a 15 ans. Ouais. Mais bon, c'est pas l'Amérique. Non, je suis d'accord. SF, Portland, c'est pas l'Amérique. Peut-être. Non, c'est pas l'Amérique. Toute petite partie. Est-ce que moi j'analyse ça aussi, c'est que bon, ça montre quand même l'angoisse en fait de cette nouvelle génération face à tout ce sentiment d'incertitude économique qui fait que bon, ok, on a des idées parce que c'est une génération qui est très investie politiquement, socialement sur toutes ces questions-là. Mais sur la partie économique, ils sont flippés, quoi. Ils sont ultra flippés. Ils se disent, c'est dingue de voir comment est-ce que ces convictions sociales et politiques, ils sont prêts à y renoncer parce que ça montre quand même dans la merde économique dans laquelle ils sont. Oui, le manque de confiance qu'ils ont dans leur futur professionnel et leur futur financier. Ça c'est. Il y a ça, je pense qu'ils sont surtout plus complexes qu'on le dit. C'est-à-dire quand je sais pas chez vous, mais en Europe, on n'arrête pas de dire ouais les jeunes, ils sont moins fidèles, pas en amour mais dans leur boîte, etc. Ils restent 2-3 ans après ils s'ennuient, ils s'en vont. On va dire ils veulent plus d'enfants, mais ils veulent bien un chien. Bon, ça pollue moins peut-être. Tu vois, je pense on caricature beaucoup. Mais c'est pas, c'est pas si simple que ça en fait. Voilà. Ouais. Et on dit ils prennent plus l'avion.
Mais attends, moi j'aurais 20 ans, mais j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller à New York, j'ai envie d'aller en Thaïlande, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, on n'a qu'une vie. Moi, ce que je constate aussi avec les Gen Z, c'est qu'ils sont très vocals. Donc, ils sont très vocals sur les plateformes sociales. Ils vont dire, par exemple, moi, je boycotte Starbucks avec la guerre qui se passe, etc. Mais après, behind the scenes, ils vont investir dans un portfolio avec Starbucks parce que Starbucks performe super bien sur les marchés financiers. Donc, il y a un côté de ce que je montre au monde et il y a un côté de ce que je fais. Et ça, ce qui est intéressant avec les Gen Z. Enfin, je pense pour moi, il y a quand même 3 trucs là qui me font réagir là immédiatement avec ça. C'est d'un côté, le fait que quand ça se durcit, tout le monde pense qu'à sa gueule. Quand ça va bien, on veut bien penser à des grandes causes, etc. Mais là, quand l'économie commence à se retourner, que les gens se rendent compte que l'immobilier coûte une blinde, que leur retraite est pas assurée du tout par rapport à leurs parents, etc. Ils disent je vais en prendre quand même pour moi. Donc, en l'occurrence, sur les portfolios, c'est encore plus important, quoi. Je vais pas investir dans un truc qui est sous-performe pour me tirer une balle dans le pied pendant que les autres sont encore toujours en train de se faire de l'argent sur des portfolios classiques. Moi, je vais être comme Warren Buffett, du coup. Et je dis pas que je suis fondamentalement différent. Je suis pas en train de prêcher non, mais soyons honnêtes, plus sain que ça, mais c'est no bullshit, hein. Ouais. Non, mais voilà, mais du coup, je pense que tout le monde est dans ce truc-là où au final, quand ça devient dur, c'est chacun pour sa gueule. Et je pense que dans le futur, ça va être vraiment compliqué, du coup, d'aller chercher des sujets durs, d'aller changer les sujets difficiles dans des environnements qui sont vraiment difficiles, d'aller faire des choses ambitieuses, etc. Le deuxième truc, c'est la volatilité absolument dingue de l'opinion de ces générations. Les stats que montre ça, c'est que les boomers, eux, sont droits dans leurs bottes. Ça a pas bougé, les stats ont pas bougé. Par contre, les millennials et Gen Z, on est passé de 70% de très concernés à 49%. 20 points, c'est énorme, t'as raison. 20 points en un an, c'est considérable. Un swing énorme. C'est énorme. Et c'est après, vraiment, faudrait voir l'étude. C'est une étude ricaine, encore une fois, mais en Europe, moi, je dirais, il y a quand même un mismatch entre celui qui va être très intéressé par ces thèmes-là, et je vais mettre dedans même l'inclusion, enfin plein de choses, tu vois, qui sont pas des gens qui vont investir. On parle pas des Américains ou tu vois, on parle là des jeunes Américains qui investissent. Donc là, t'as pas mal de biais. C'est pas la population en général. Et en Europe, le trait est encore plus fort. C'est-à-dire qu'effectivement, si t'es militant pour la planète, j'en sais rien, que t'étais contre les méga bassines, les trucs, les machins, voilà, la bourse, les cryptos et tout, et jamais en rêve, quoi. Donc ou en cauchemar. Non, mais aux États-Unis, tout le monde investit aussi, hein, parce que c'est beaucoup plus répandu, parce que si tu te prends pas en main, quoi, tu vois, t'as pas de système de retraite comme en France, etc. Hein, les gens sont sensibilisés à ça beaucoup plus vite. Hein. Les gens commencent à investir dès l'âge de 18 ans. Ouais. Et ils commencent une différence culturelle. Ouais. Et ils commencent à vraiment investir une partie de leur salaire dans les marchés financiers dès qu'ils ont leur premier job, donc à 21, 22 ans. Et y compris les woke et les démocrates, hein, tu vois, c'est vraiment tout le monde, quoi. Il y a une sensibilité à ça très très jeune. Est-ce que vous pensez pas non plus que s'il y a aussi un petit peu une forme de ras-le-bol en fait de toutes ces questions climatiques, machin. Est-ce que les gens, ils en ont pas un peu ras-le-bol de ça, quoi? C'était mon troisième point. Je pense qu'il y a un ras-le-bol derrière l'espèce de greenwashing, parce que il y a quelques mois, donc pas en rapport avec l'analyse que vous faites là, mais il y a quelques mois, je voyais passer une liste justement d'entreprises top performantes qui passaient les critères de ESG. Et en fait, derrière, on s'était rendu compte que le nombre de greenwashing qu'il y avait derrière, c'était les mêmes entreprises qu'on voyait par ailleurs. Alors évidemment, les pétrolières, elles devaient avoir un peu de mal à rentrer dedans, mais on n'aurait pas défini ça comme des entreprises ESG. Si on t'avait demandé cette entreprise-là, est-ce qu'elle est ESG, t'aurais probablement dit non. Et donc c'était des Coca-Cola, des McDonald's, des trucs comme ça. En France, c'est pareil. Hein, les pires scandales, c'était les meilleures boîtes les mieux classées. Hein. Orpea chez les EHPAD, Volkswagen avec le Dieselgate il y a quelques années, c'était très souvent en tête de gondole de tous les fonds ISR, ESG. Bah, je suis hyper d'accord avec toi, Kevin. Si ce n'est que là, moi j'avais l'impression que Carlos, tu nous emmenais plutôt sur le côté ras-le-bol, quoi. Et donc du coup, je vais voter Trump, fuck tout le monde. Et en France, on n'est pas loin de ça aussi, parce c'est vrai qu'on nous bourre le mou tous les jours à dire vous chauffez moins, etc. Et on l'a fait, on culpabilise les gens. On culpabilise des gens. Tu vois, maintenant, là, c'est un truc de fou. Je suis sûr que vous l'avez pas vu vous aux US. Et Kevin le voit comme moi. Depuis, ça va faire 6 mois ou 1 an. Toutes les pubs pour bagnole, à la fin, il y a 4-5 messages sur lesquels ils doivent tourner. Donc, ça a été voté, c'est une loi. Et donc, ça tourne entre au quotidien, utilise les transports en commun, utilise genre le moins possible ta bagnole. Donc, t'imagines,
Tu vends un truc, mais en fait, on te dit de le faire que le week-end pour, enfin, ouais, c'est comme quand pêche, tu vends de l'alcool, consommer avec modération. Voilà. Grosso modo, les voitures, c'est pareil, c'est consommer avec modération. Ok, quoi. Ça pollue et je suis hyper d'accord avec ça. Les gens, ils en ont ras le bol. Je suis passé à l'hybride il y a 10 ans. C'est pas le sujet. Mais typiquement, moi, tu vois, je suis en banlieue parisienne. Je suis à 5 bornes de Paris, hein. Je suis pas à 1h30. Pour déposer les kids le matin, c'est 30 minutes de marche. La bagnole, c'est 5-6 minutes. Tu crois que je vais, avec les sacs à dos, etc., qui font 12 kilos, aller à pied? Mais tous les matins, on me dit, sur les radios, sur je sais pas quoi, etc., au quotidien, tu prends les transports, mon pote. Moi, ça n'a aucun sens. Bref. Alors, aux États-Unis, en plus, en 2023, le terme, sur le plan politique, il est devenu super chaud, Eve, hein. C'est-à-dire que il y a vraiment, les républicains ont fait un travail de sape au Congrès pour justement introduire des lois qui étaient pratiquement anti-ESG, quoi, dans la société américaine. Et ils sont arrivés dans la narrative politique à vraiment associer cette histoire de ESG avec le wokisme, avec une forme de wokisme capitaliste auquel il ne faut pas croire, parce qu'en fait c'est que du bullshit. C'est un peu comme ce label ESG, c'est un peu comme le label bio. En fait, on se rend compte que il y a rien de bio derrière, etc. Les républicains sont arrivés à ça, à se faire ce lobby-là de façon phénoménale. Exactement, et c'est ça ce qu'on recevait comme feedback des Gen Z, c'était à chaque fois son portfolio ESG, ça performe pas très bien, et deux, ça ressemble pas à un portfolio ESG. Donc pourquoi est-ce que je mettrais mon argent là-dedans? Donc c'est fake, c'est ça quoi. Fake news, quoi. On n'en est pas là ici, mais bon, tu vois quand même des signaux, tu vois, les Zemmour et compagnie, et le pouvoir en est conscient. Tu vois, Macron, il y a quelques mois, je crois, avait sorti, j'adore la bagnole. J'ai du mal à croire. Que Macron ait déjà acheté une bagnole et aime ça. Mais tu vois, il sent que ça monte et il est obligé d'envoyer des petits signaux politiques, là. Politiciens ou populistes. Tiens, en parlant de génération, je suis tombé sur un chiffre hallucinant aussi à propos. Cette fois, on parle plus des Gen Z et des millennials, mais sur les baby boomers. Moi, ça m'a halluciné. Je suis tombé sur ce chiffre-là. Les membres de la génération Mi, hein, c'est comme ça qu'on les appelle aux États-Unis, ces baby boomers, possèdent plus de 19 trillions de dollars de biens immobiliers aux États-Unis. C'est le double des millennials, et c'est environ 5 milliards de dollars de plus que les membres de la Gen X, c'est-à-dire nous, hein, enfin moi, Sébastien, toi tu c'est pas Eve, certainement, peut-être pas Kevin et Eve, mais non. Bon voilà. Non. Mais ce qui est assez hallucinant quand on regarde ça, c'est qu'en gros, on a une génération de baby boomers qui a complètement trusté le marché de l'immobilier. Ils ont vécu une période économique dorée, ces baby boomers, avec des taux d'intérêt récemment. Enfin, ils se sont enrichis avec leur vie professionnelle. Ils ont eu des taux d'intérêt super bas et ils ont utilisé leurs énormes économies pour finalement accumuler un patrimoine immobilier qui est absolument colossal. Aux États-Unis, les baby boomers détiennent 41,6% de la richesse immobilière du pays, quoi. Enfin, je sais pas quoi. C'est Et là, il y a un truc quand je regardais ces chiffres-là, c'est que ces boomers, non seulement ils sont en train de sortir du monde du travail, mais ils vont vieillir, ils vont mourir, et ils vont libérer tout un tas de logements parce qu'ils vont aller soit shrinker en fait prendre des trucs plus petits, quoi, parce qu'ils ils peuvent plus assumer l'entretien. Enfin, c'est trop de travail, pas une question financière, mais plus une question de boulot. Ou alors même ils vont mourir, ou alors ils vont rejoindre des maisons de retraite. Et donc en fait, on va avoir, si on regarde, parce que l'économie c'est beaucoup de la démographie, une baisse massive des prix de l'immobilier dans les années qui viennent. J'entends des potes à moi dire c'est le moment d'investir dans l'immobilier. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis pas certain. Quand j'ai vu ces chiffres-là, tout d'un coup, moi, je suis pas propriétaire immobilier. J'ai juste une baraque en Espagne, une baraque de vacances, mais je détiens pas ma résidence principale ici à San Francisco. Je loue. Mais je me dis, je sais pas. Quand vous regardez ces chiffres-là, on se dit que je suis pas sûr que ce soit le moment d'investir dans l'immobilier. Hein. Tu te projettes à long terme quand même, Carlos. Là. C'est 2030-2040. Ah ouais. Ok, 2030 c'est demain, mais 2030-2040, okay, Coco. Moi, ça m'a jamais choqué, mais je sais qu'il y a souvent le débat, et même ici, tu vois, mais ça m'a jamais choqué, si tu veux, qu'il y ait un peu plus de pouvoir d'achat et évidemment de patrimoine en fin de vie. Tu vois, quand il te reste 10 à 30 ans à vivre, ça me choque moins que tu sois un peu plus riche que ceux qui ont 40, 50 balais, qui sont à peu près au top.
avant de décliner et 2-3 fois plus que les plus jeunes qui démarrent par définition et qui n'ont rien. Oui, mais c'est l'accumulation qui est assez impressionnante. C'est-à-dire que tu achètes des biens, mais que tu revends ton bien d'avant pour acheter un autre bien mieux, quoi, tu vois, plus grand ou dans une autre ville, etc. Mais là, c'est que ce qu'on voit, c'est que les baby boomers, ils ont accumulé, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien vendu, ce qui fait que le prix de l'immobilier a énormément augmenté à cause de cette accumulation. Alors, ceux qui vont en prendre plein la gueule, bah, c'est les millennials, encore une fois. Hein, alors ça, c'est vous, là. Les millennials, Kevin, c'est toi, quoi, en fait. Alors, pour vous, ça, c'est la super mauvaise nouvelle. Hein. C'est-à-dire que, en gros, vous avez pas eu les biens immobiliers, vous avez acheté vos biens immobiliers au moment où les prix étaient super hauts parce que les baby boomers ont gardé leurs biens immobiliers, donc ça a raréfié, en fait, les biens, notamment dans les villes, et vous n'avez pas pu avoir accès, en fait, à ces biens-là. Ils vont crever, tous ces biens-là vont se libérer sur le marché, généralement entre 2030 et 2040. Et alors là, Gen Z, par contre, elle va pouvoir profiter de ce truc-là parce qu'il va y avoir tout un tas de biens qui vont se rentrer sur le marché avec des prix qui vont certainement baisser, quoi. C'est assez drôle, quoi. Mais oui, il y a 53 trillions qui va être pass down là, de baby boomers au Gen Z dans les prochaines années. C'est une énorme somme. C'est colossal. C'est colossal. Donc les millennials, c'est ceux qui sont nés entre 81 et 96. Donc ceux qui nous écoutent là, c'est de vous que je parle, quoi. En fait, si vous êtes nés entre 81 et 96, en tout cas aux États-Unis, ils sont arrivés sur le marché du logement. Était certainement une période la plus difficile pour eux. Ils ont commencé leur carrière juste après 2008 en pleine récession. Ils ont accumulé des dettes par rapport à leurs études qui sont absolument colossales ici, en tout cas aux États-Unis. Et ils ont fait face à une pénurie de logements parce qu'en plus, il y a eu un ralentissement de la construction ici aux États-Unis. Donc, et en plus, ils se sont tapés le Covid. Il y en a beaucoup, je sais pas si vous avez vu, bien évidemment, qui se sont barrés, en fait, des centres urbains pendant la période du Covid et qui, du coup, se sont mis à acheter des baraques en banlieue ou dans des zones beaucoup plus isolées. Bah, chez vous, il y en a plein qui sont partis dans le Colorado, là. Ouais, dans le Colorado, même en Arizona, des trucs comme ça. Et alors là, ils se rendent compte que leur vie est juste boring, qu'ils se font chier, quoi, en fait. Ils se font chier comme des rats morts. Phoenix à 50 degrés au mois de juillet, ça va pas être drôle. En plus, ils se rendent compte d'un autre truc, c'est qu'ils sont propriétaires et que finalement, d'être propriétaire, c'est pas la joie parce que t'as plein de réparations, de trucs à faire dans ta baraque. Kevin, tu dois. Moi, quand j'ai un problème, hein, si j'ai une lampe qui déconne, hein, j'appelle. Hein, vu le prix du loyer que j'ai à San Francisco, je peux te dire que j'appelle et les mecs ils viennent changer le truc illico, quoi. C'est quoi un loyer? 5 000, 10 000, j'ai aucune idée. C'est quoi un loyer, une baraque? Bon, les baraques elles sont monstrueuses chez vous, mais. Non, moi je paye $7 000 de loyer par mois. Putain la vache. C'est pas mal, hein. C'est un one bedroom à New York. C'est pas une baraque, aujourd'hui. Et $7 000 de loyer par mois, je me dis, j'ai une super affaire. Ouais, ouais. Tu te rends compte le raisonnement? Je me dis, putain, j'espère que je vais pas. T'as combien de bedrooms? 4. C'est une super affaire. C'est une super affaire. Je pense que le prix sur le marché, bon alors maintenant, c'est pas du super neuf, tu vois, c'est pas du... par contre, je suis dans un quartier topissime, je suis près du Golden Gate Park, je suis à Coal Valley, je suis dans San Francisco, j'ai un garage, j'ai un backyard, voilà. Le prix sur le marché de mon truc, je pense qu'on est plus sur 10-12 000 normalement par mois. C'est ça le prix. 10 000 balles en France, t'as un truc de dingo, Kevin, hein, on est d'accord? Ah oui, non, mais les prix, moi, quand je suis parti de SF, c'était un 2 bedrooms pour $4 000. Et pas dans un quartier aussi beau que Carlos, c'est pas du tout une baraque, hein, c'était un appart. Donc, non, les prix sont complètement dingues. Et c'est pour ça que tout le monde s'est barré de SF pendant Covid, hein, il y a aucune raison d'être là, donc, il n'y a plus aucune raison d'être là, donc c'est barré. Mais là, en effet, quand tout le monde redemande à revenir au bureau, là, ça fait grincer des dents, quoi. Bah oui, parce que t'as un commute énorme, voilà. Donc ils sont barrés, on leur demande de revenir au bureau, donc maintenant ils doivent se taper du commute. Ils ont découvert la joie du propriétaire avec des prix d'inflation de taré à la fois sur la main d'œuvre mais aussi sur le matériel, quoi. Et puis aujourd'hui ils sont complètement stuck parce que ils peuvent plus revenir en centre parce que les prix ont explosé dans les centres urbains, les taux d'intérêt ont augmenté comme un taré. Bref. C'est la déprime chez les millennials. Hein. Ce que les boomers connaissaient pas, c'était tous les plans de roommate, voilà, de prendre un appartement avec 4 roommates, avec tous les scandales qui peuvent se passer dans ta vie parce que les roommates te pourrissent la vie parce que vous êtes 4 et donc la vie en communauté c'est super. Et ça, il y a des histoires. Je pense que tous les
tous les millennials vont se reconnaissent là-dedans à travers le monde du fait du prix de l'immobilier dans les grandes villes, quoi. Et alors, en plus, il y a un phénomène pour accentuer en fait ce qu'on est en train de dire. C'est la Gen Z accélère le phénomène parce que la Gen Z, elle est restée en ville parce qu'elle restait chez papa et maman. Tu vois? Et donc, et la Gen Z commence à coûter cher à la Gen X, qui finance finalement parce que du coup la Gen X est obligée de garder leur maison en ville parce qu'ils ont encore les gamins à la maison. Ok, et donc leur deuxième bien immobilier, ils le mettent en location, mais comme la Gen Z leur coûte super cher, ils sont obligés de faire monter les loyers pour subvenir à la vie, et la Gen Z veut pas se barrer, et elle veut. Donc on est sur un truc là, mais c'est dingo. Et donc ça va avoir des incidences sur le plan démographique parce que la seule façon de s'en sortir pour les millennials, c'est de pas faire d'enfants, c'est d'avoir un double income no kids, comme on dit, les dinks quoi en fait ici quoi. En fait, c'est ouais. Bon bref. Bonne chance les gars. Je sais pas comment ça se passe en France, mais Pour les cœurs. Bonne chance. Bon, Seb, tu voulais nous parler des startups justement et du fait que c'est toujours compliqué. Ouais, c'est mon quotidien les startups. J'adore, c'est mon fuel. Les entrepreneurs, je leur parle tous les jours, hein, je sais pas, entre 5 et 10 par semaine. Moi, je voulais vous parler, je pense que vous avez vu ça, et surtout, je voulais vous interroger sur comment vous voyez cette nouvelle année. Juste, voilà, on rappelle 2-3 chiffres quand même quand on parle de financement de l'entrepreneuriat et notamment des startups en France, et puis on va élargir après évidemment à l'Europe, et ravi de savoir ce qui se passe aux US. On a eu donc autant de deals l'an dernier, ça je le rappelle, que en 22. Bon, jusque-là tout va bien, sauf que le gâteau c'est vachement rétréci parce qu'en valeur et non pas en volume, comme vous le savez, il y a beaucoup moins d'argent à se partager. Grosso merdo, 8 milliards d'euros levés par la French Tech en 23, ça fait une baisse de quasiment 40%. C'est la première baisse, mine de rien, en 5 ans. C'est-à-dire qu'en 22, on s'en était bien sorti parce que il y avait encore un début d'année qui était pas trop dégueu. On a mis du temps à comprendre que ça se gelait. Donc beaucoup de startups, ça on le sait tous, on l'a tous vu avec nos potes, ont du mal à lever quand ils y arrivent. Ça leur prend 6 mois, 9 mois, 1 an parfois. C'est hyper laborieux. Et beaucoup ne lèvent pas. Hein. Et beaucoup ne lèvent pas, effectivement. Et donc, sont obligés de virer plein de gens ou carrément de passer avant le redressement. Chapter 11 aux États-Unis, quoi. Ouais, bon, en liquidation judiciaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Conciliation, redressement et in fine, effectivement, liquidation. Merci, Carlos. Et donc, et souvent, d'ailleurs, tu lèves moins que ce que tu espérais à des conditions âprement négociées avec tes invests, notamment quand t'as un lead, tu vois, côté VC. Ces fameux VC, eux, certes, ils ont encore plein de poudre sèche, comme on dit, en traduction littérale, mais au global, ils sont pas beaucoup mieux, pas en bien meilleur état que les entrepreneurs, puisque leurs investisseurs à eux, au-dessus, donc les fameux LPs, ils sont devenus évidemment beaucoup plus frileux. Le sans risque rapporte, hein, aujourd'hui, tu vois, tu as des taux entre 3 et 5%, où tu prends 0 risque, ça travaille tout seul, ça rapporte. Donc les perfs, elles se dégradent. Pourquoi? Parce que il y a plus d'exit, et ils sont assoiffés, ces mêmes fonds de capital risque, d'exit, donc de sortie. Selon PitchBook, là je voyais ça cette semaine, en Europe, là, si j'élargis la focale, ces exits-là, elles sont au plus bas depuis 10 ans. Rendez-vous compte, avec moins donc de 12 milliards d'euros l'an dernier. Là, c'est une chute donc de 70%, c'est considérable. Les investisseurs pros, donc ces fameux LP, s'il y a moins d'exits, il y a moins de retours de capitaux. Il y a moins de capital du coup à recycler dans des nouveaux fonds ou des fonds qui sortent le numéro 2, 3, 4, quatrième, voilà. Et forcément, donc du coup, in fine, on va le voir, et ça, on va continuer à le voir en 24, et peut-être ça va durer des années. Ça va faire moins d'argent, de pognon neuf à investir dans les nouvelles startups ou dans les rounds supérieurs. Malgré tout, je vais chausser mes lunettes roses avec vous aujourd'hui, et je vais revenir aussi, de parler de moi, aux investisseurs particuliers et aux BA. C'est un peu la même histoire. C'est juste que les BA ont plus d'argent. En gros, les BA, ils font les chèques entre, on va dire, 10 et 100K, quand le particulier, quand il commence à y mettre, c'est, on va dire, entre 100 balles et 1000 ou 2000 balles. Et ben, chez SoWeFed, nous, 2000 euros, c'est le panier moyen. Et bien, là, il y a de l'espoir parce que, effectivement, il y a toujours énormément d'épargne. En tout cas en France et en Europe, énormément d'épargne. C'est un bac à sable, tu vois, qui repart à zéro, qui va dire tous les 1er janvier, parce que augmentation, parce que j'en sais rien, bonus. Il y a de la défisque aussi. Hein. Défisque à fond les ballons, merci. Là, on a vraiment, grâce au gouvernement, du vent dans les voiles. Gouvernement français, là, on copie ce que font le UK, les Brits, depuis 15 ans, que vous n'avez pas là-bas. Nous, ça va être des réductions d'impôts maintenant entre 30 et 50% du montant investi. On sort ça de la niche fiscale qui était classique à 10 000 balles. On sort ça
ça. On fait une niche spéciale maintenant pour investir dans tout ce qui est start-up, PME digital, etc. Donc des boîtes un peu récentes, tu vois, qui ont moins de 10 ans, qui n'ont pas trop de chiffre d'affaires, qui n'ont pas non plus des centaines de salariés. Et effectivement, ça fonctionne. Mais tu lèves combien là? C'est ça. Alors c'est le seul bémol, c'est que l'argent dont tu parles là, au final, au bout de l'année, au 31 décembre, ça te fait des centaines de millions d'euros. Alors que les VC, c'est en milliards. Donc, on n'est pas dans les mêmes échelles. Mais il n'y a jamais eu autant de gens qui voulaient investir. Et en même temps, les startups ont besoin de moins d'argent qu'avant aussi. Les startups ont besoin effectivement de moins de capital. Et t'as un accès. Des plateformes comme les nôtres, maintenant, il y en a un paquet. T'as des clubs de BA. T'as plein de boîtes qui se montent, qui s'organisent. Tu sais, sur les BA, je te mets un bémol. En tout cas, ici aux États-Unis, les BA, c'est pas si évident que ça. Hein. Il y a quand même besoin les BA, ils sont à la recherche de liquidité en ce moment, hein, quand même. Hein. Parce qu'ils se sont pris les tôles sur quoi? Sur le Web 3, tout ça? Métaverse? Sur tous les sujets, hein, les BA aujourd'hui ils se posent la question s'ils sont encore riches. Hein. C'est-à-dire que ils ont perdu beaucoup sur leur position, notamment ils ont investi dans de la crypto, donc là ils ont perdu pas mal sur ces positions-là. Ils ont investi dans des startups, et il y en a beaucoup qui sont mortes. Et donc, écoute, comme toujours, on a un train de retard parce que c'est pas vraiment ce qu'on voit en France. Kevin, je parle sous ton contrôle aussi. Tu vois tous les gars qui ont fait un peu d'argent, qui ont revendu C-level, etc. Ils ont à cœur de mettre en fait, c'est le réemploi, ce dont tu parles. Ouais, mais eux, ils ont déjà eu la prime au moment de l'investissement, parce qu'en fait, ils ont fait de la défiscalisation. Tu défiscalises presque 50% de ton investissement. En France, quand tu vois tous ces entrepreneurs, et c'est génial, hein, c'est génial qu'ils le fassent, mais soyons honnêtes, hein, c'est de la défisque, hein, c'est-à-dire que il fallait déployer de l'argent, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'investissements. C'était un truc qui avait existé déjà en Angleterre, au Royaume-Uni, et qui avait très très bien marché. Et je pense que c'est une très bonne idée de l'avoir implanté en France, et nous on n'a pas ça aux États-Unis. Alors moi je rebondis sur ce que tu dis, Seb, parce que si jamais vous vous posez la question, d'après ce que vient de dire Seb, tiens, mais je vais aller faire un tour aux États-Unis parce que le ciel est plus bleu aux États-Unis. Alors je vous montre les chiffres qui sont les mêmes que ceux de Seb. L'investissement, il est pas down de 38% aux États-Unis, il est down de 74,7%. Ok, donc quand on compare l'investissement qui a été fait en 2023 par rapport à l'investissement d'il y a 2 ans, c'est moins 75%. La part du gâteau, elle a baissé de 75%. Et dans les parts de gâteau qui restent, il est trusté par l'IA et par 2-3 trucs. Hein. C'est pas pour tout le monde. Et il est trusté par quelques sujets très très particuliers. Et en partie, il est trusté certes par l'IA, mais par un autre secteur qui est très capital intensive, c'est la biotech. Hein. Et tout ce qui est climate, etc., et qui consomme énormément de capital. Donc, quand vous avez enlevé la biotech, le climate et l'IA, je peux vous dire que pour les B2B software, SaaS, machin, etc., le Web 3 et les autres, il reste plus grand chose. Hein. Et alors, je continue sur les chiffres. L'IRR, qui est le métrique de la mesure de la performance des investisseurs, moins 17% aux États-Unis. Et du coup, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Les limited partners, c'est-à-dire ces gens qui investissent dans les fonds pour exactement les mêmes raisons, les bons du trésor aux États-Unis, toi tu parlais de 4-5%, on a aujourd'hui des bons des trésors l'année dernière qui étaient rémunérés à presque 9%. Donc est-ce que je vais m'emmerder à prendre du risque si je peux foutre mon argent de façon hyper safe dans des bons du trésor rémunérés à 8-9%? Du coup, l'investissement de ces limited partners dans les fonds baisse de 73%. 73%. Ouais, alors moi, je vois quand même de la lumière au bout du tunnel sur ce tableau noir là qu'on dépeint ensemble, parce que déjà les taux, ils sont pas tenables. C'est-à-dire que pour nos pays très endettés, et là on est dans la même mouise, Europe et USA, on peut pas, tu vois, sur des taux comme ça à 3, 4, 5%. La dette va exploser. Elle a déjà explosé, mais elle va continuer. Donc, ne serait-ce que la charge de la dette va nous plomber. Donc, il faut que ça baisse. La question, c'est évidemment quand. Peut-être qu'on s'est excité, ça va pas être tout de suite, ça va prendre un peu de temps. Mais c'est une question de trimestre, c'est pas une question d'année. Ça va rebaisser. Et quand ça va rebaisser, la tech va être un peu plus sexy. Tout le monde attend ça, hein, mais pour l'instant, je sais pas ce que t'en penses, Eve, mais moi, je vois pas les taux d'intérêt baisser aux États-Unis. On a un autre problème aux États-Unis, hein. Enfin, dans le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on balance des bombes au Yémen, hein. C'est que ces cons nous ont bouché le canal de Suez. Et ça fait vraiment chier parce que l'inflation qu'on pensait la maîtriser, et puis maintenant, avec ce truc-là, quoi, en fait, on voit les prix remonter à cause de ça, quoi. Donc, tant que l'inflation
elle était à peu près maîtrisée, mais elle risque de remonter. Donc, il y a aucun intérêt à baisser on peut pas baisser les taux d'intérêt, sinon l'inflation va exploser, quoi. Ouais. Seb, je voulais te demander sur le sujet VC en ce moment. Moi, j'ai vu dans le dernier round qu'on a levé qu'il y avait beaucoup d'SPV. Donc, on a levé pas mal du round avec des groupes d'SPV. D'ailleurs, un des groupes, c'était... Special Purpose Vehicles, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des business angels qui se regroupent entre eux, qu'en fait, pour faire une seule ligne d'investissement dans la startup au lieu d'avoir 20 BA. Et je trouve que ça a gagné énormément en popularité les dernières années, surtout cette dernière année. Donc, je savais pas si tu avais des stats là-dessus, mais j'ai trouvé que... Et d'ailleurs, je trouve qu'ils sont assez helpful, plus helpful que des funds qui investissent dans ton round, parce que on a eu des SPV comme Moza Angels, qui est un énorme groupe de product managers en Europe. Donc, c'est plein de product managers dans plein de super boîtes. T'as fait ça sur Roundtable, Eve, j'imagine? Non, je les ai rencontrés, ils m'ont contacté. Okay. Et il y avait des process assez standards et assez bien, et j'ai trouvé que... Enfin, j'ai beaucoup aimé lever de l'argent avec des SPV. C'est super. Bah écoute, nous, c'est exactement ce qu'on fait chez SoWeFund. On fait des SPV. Tu vois, on a fait une boîte B2C qui s'appelle La Marque en Moins. Et fin décembre, ils ont fait rentrer quasiment 1000 personnes. Une grande partie, c'était leurs clients. Et puis après, ça a été nos investisseurs. Et je te dis, des tickets 1000, 2000. Alors certains mettaient 30, 40 000. Mais donc le SPV, évidemment, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un super plan. Ça se développe beaucoup en France, en Europe. J'ai pas les stats malheureusement pour te répondre, Eve. Mais oui, t'as raison. C'est une des clés. Ça règle pas tout, naturellement, mais c'est une des clés. Et beaucoup de gens en font aujourd'hui. Même des fonds, même des VC se mettent au SPV. Ouais. Bon, Kevin, on va terminer cette émission parce qu'on arrive presque à 1 heure d'émission là. Tu voulais nous faire t'avais un petit coup de cœur qui m'a fait beaucoup rire. J'avais pas vu ça, quoi, en fait. Enfin. Nos chats vont servir à quelque chose. C'est ça. Alors c'est une découverte sur les internets. Parce que on est d'accord que les chats ça sert à rien, quoi. Ouais, autant un chien ça sert à quelque chose. Un chat, on sait toujours. Moi j'aime bien, mais je suis allergique. Quelle était l'utilité du chat? C'est spécial dédicace pour Camille qui a toujours son chat qui passe devant la caméra pendant l'émission. Voilà. Donc le chat est jamais très loin du bureau et de l'ordinateur. Donc à quoi ça sert un chat à côté du bureau? Eh ben, je sais pas si vous connaissez le Two-Factor Authentication. C'est cette méthode d'authentification renforcée quand vous recevez un SMS avec un petit code parce que vous devez passer un virement. Ça, c'est du Two-Factor Authentication. Quand Google vous demande d'aller valider que c'est bien vous qui vous connectez sur Google, depuis votre téléphone, ça, c'est du Two-Factor Authentication. Et ben, une certaine Christine a eu l'idée d'utiliser la puce de son chat comme seconde méthode d'authentification. C'est-à-dire la puce du tatouage, parce que effectivement le tatouage aujourd'hui c'est une puce électronique, exactement. En fait, c'était lors du hackathon de son entreprise. Du coup, c'est une entreprise qui s'appelle WP Engine, qui est un hébergeur de site WordPress qui est assez connu. Ils ont une très belle culture d'entreprise, visiblement. Ils font des hackathons régulièrement et elle a décidé d'aller faire ça. Donc, en fait, c'est simple. Au moment de l'authentification, elle a rajouté un nouveau protocole qui permettait de faire ce système. Et donc, elle avait le détecteur branché sur l'ordinateur, enfin le lecteur de puce de chat branché sur son ordinateur, et c'est le code qui était renvoyé qui validait que c'était bien elle qui était à côté de son écran en train de le faire. Voilà. Donc, si vous savez pas quoi faire avec votre chat, tu peux pas accéder à ton compte bancaire. D'abord, tu as besoin d'un mot de passe, et ensuite le deuxième facteur d'authentification, c'est ton chat. Ça serait ton chat. C'est ton chat. Donc ça veut dire que il faut avoir ton chat à côté. Courage. Alors, c'est un énorme avenir pour tous les empailleurs, parce que ton chat va mourir. Donc là, on va avoir un business qui est chez les empailleurs d'animaux qui va exploser, puisque tu vas être obligé d'empailler ton chat pour garder accès à ton compte bancaire. Bon, on est d'accord, tout ça c'est pour la blague, hein. Il n'y a pas de business derrière, mais c'est génialissime. C'est un beau projet de hackathon, c'est n'importe quoi, et voilà, on aime ça. Bon. Christine va trouver du boulot ailleurs que chez WP Engine avec ça, hein, quoi. C'est absolument. Je pense qu'elle va recevoir pas de mots parce qu'elle a de l'humour, elle est créative et visiblement elle s'est développée, quoi, en fait. Donc c'est super. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser votre chat. On va se quitter là-dessus parce que comme on commence cette année avec un peu la déprime, c'est pas mal de se quitter sur une connerie comme ça. Bon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, les amis, pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos. Bye bye.